Donc ce soir, on voulait prendre un petit moment pour parler du droit aux semences, qui est énoncé dans la Déclaration des droits des paysans et paysannes, et donc réfléchir un peu aux enjeux qui sont liés à ce droit. L'idée, c'est de faire connaître la Déclaration des droits des paysans et paysannes et des personnes qui travaillent dans le monde rural, qui a été adoptée par l'ONU en 2018 et qui est le résultat de plus de 15 ans de lutte de la Via Campesina, qui a travaillé avec des organisations internationales des droits humains pour mettre en débat à l'Assemblée générale des Nations unies la question des droits paysans. Et c'est aussi d'échanger plus largement autour de la condition paysanne pour mettre les politiques aussi face à leurs responsabilités et voir le décalage qu'il y a entre cette déclaration, les droits qui sont énoncés dedans, qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, et ce qui se passe sur le terrain. Les États veilleront à ce que les paysans disposent au moment le plus opportun pour les semis et à un prix abordable de semences de qualité et en quantité suffisante. Y'a quelqu'un? Alors, dans les années 2000, la question qui nous a mobilisés tous ensemble, c'était de répondre à la réglementation bio-européenne qui demandait de produire bio avec des semences bio. Jusqu'à présent, les producteurs en agriculture biologique ne se préoccupaient pas trop de l'origine de leurs semences et faisaient leur production à partir des semences conventionnelles. Et la mise en place de cette réglementation de semences biologiques, en fait, a été vraiment un moment important pour se poser la question, mais avec quoi on produit, quel est le parcours de ces variétés conventionnelles avec lesquelles on produit. Et donc, moi, j'étais en Bretagne avec les producteurs bretons. On a une espèce qui est particulièrement problématique en Bretagne, c'est tout ce qui est choux et crucifères, parce que leur production... les variétés de choux particulièrement étaient basées sur donc c'est des variétés hybrides et surtout basées sur un hystéréthémal cytoplasmique qui est très proche de ce qu'on appelle les OGM. Et donc cette question avec les Bretons nous a dit mais alors de quelles semences on a et comment on peut s'organiser pour disposer d'autres semences. Et on a démarré ce qu'on appelle une recherche participative, c'est-à-dire chercheurs paysans s'est mis ensemble pour répondre à cette question, quelle semence pour la bio. Et donc depuis 20 ans, on progresse ensemble, à la fois sur la question des semences, mais pour pouvoir redémarrer une sélection ensemble, il fallait aussi s'intéresser quelle était l'alternative. Et l'alternative se trouve dans ce qui pouvait rester dans les champs de vrais paysans, les vraies semences qui étaient issues de leur travail, mais aussi de ce qui a été mis de côté dans les années 70-80, qui a pris le nom de ressources génétiques et qui sont stockées dans les centres de recherche internationaux, dont la France. Et ce stockage de ressources génétiques s'est fait dans les années 70-80 et ça a été mon premier boulot en 1983 de mettre des numéros sur ces sacs qui avaient été collectés suite à des projets européens. Donc, par exemple, on avait collecté 800 populations de choux sur toute la France. Et si aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 variétés sur le catalogue officiel pour la vente des semences, on compte 1 million d'échantillons de ressources génétiques, appelées comme ça, dans les centres de ressources génétiques couvrant toutes les espèces cultivées et en plus celles qu'on a oubliées et qu'on ne cultive plus. Donc notre travail depuis 20 ans, c'est non seulement d'essayer de créer ensemble des variétés complètement adaptées à la bio, et de faire revivre les semences paysannes, puisqu'il y a une autre question qui se pose aussi pour l'agriculture biologique, c'est quel type de variété, parce que l'agriculture conventionnelle et tout le système alimentaire d'aujourd'hui est basé sur son industrialisation, et son industrialisation passe par l'homogénéité et la stabilité des variétés et donc des produits pour après le process industriel. Donc ce caractère stable et homogène est tout à fait à l'envers du vivant, puisque le vivant est par définition évolutif et il a besoin de diversité pour se maintenir. Donc, réfléchissant sur des vraies variétés pour l'agriculture biologique, il fallait absolument qu'elles soient diversifiées et évolutives. Et ces deux caractères sont vraiment la caractéristique des semences paysannes
et ils sont totalement à l'envers de ce qu'on a construit depuis un siècle avec l'agriculture industrielle. Donc c'était à la fois d'aller rechercher des ressources qui n'avaient pas subi les biotechnologies, puis en même temps de retrouver de la diversité et s'organiser ensemble pour reproduire ces semences, les sélectionner. Donc le collectif tombait sous le sens parce qu'il y avait vraiment tout un travail autour de la semence. Même quand on récolte des semences, il y a besoin de les nettoyer, de les battre, il y a besoin de machines, et au départ, il y a besoin d'être en collectif pour pouvoir réacquérir ce matériel. Et le collectif aussi se justifie par le fait que non seulement on a perdu les semences diversifiées, elles sont parties au congélateur, mais les savoirs qui étaient associés ont disparu de la même façon. Et donc, il faut se recréer des savoirs qui se transmettent et qui se partagent. Et donc, la structure associative des associations de semences est particulièrement adaptée pour l'échange des savoirs et des paysannes. Et ce qu'on a vécu en France se vit aussi en Italie, en Belgique, en Espagne. C'est quelque chose qui est européen et même international. Et au niveau de l'Europe, on a encore une structure, on s'est créé une structure au-dessus de chaque réseau national, qui est la coordination européenne, Let's Liberate Diversity, libérons la diversité. Donc on est plusieurs... On a une organisation bien structurée pour faire passer et les semences et les connaissances. Donc, alors nous, au niveau de la recherche, pour travailler quand on est chercheur, on a besoin d'émarger à des projets de recherche qui sont financés. Sinon, un chercheur, même dans un institut de recherche, ne reçoit que son salaire et donc ne peut pas travailler sans projet. Et justement, grâce à Guy, on a eu notre premier projet européen, Farm Seed Opportunities, les chances des semences paysannes, qui nous ont l'occasion de commencer à travailler au niveau européen pour décrire ces semences paysannes, pour aller rechercher des diversités et aussi pour proposer des alternatives aux réglementations existantes, puisque le schéma réglementaire dans les années 2000 était assez strict, puisque ne pouvaient se vendre et s'échanger que des semences appartenant au catalogue. Donc les associations aussi avaient cet avantage que on est à l'intérieur d'une association, on est libre de faire de tout ce qu'on possède dans l'association. Donc les échanges de semences ont pu se faire à l'intérieur des associations. Puisque, Véronique, peux-tu nous dire en 2 mots ce qu'est ce catalogue que tu viens de mentionner à plusieurs reprises? Alors, le catalogue officiel des semences, il est né au milieu du siècle dernier. C'est pour gérer, réguler le marché, c'est-à-dire que les variétés modernes sont stables et homogènes et elles sont décrites dans ce catalogue. Et ce qui donne par ailleurs, ces descriptions servent aussi aux sélectionneurs pour justifier de leur droit d'obtenteur, cette propriété intellectuelle des différentes variétés. Donc ce catalogue, alors pour rentrer au catalogue, il y a tout un processus d'évaluation des variétés et c'est pas gratuit du tout. Et ce catalogue a aussi orienté la sélection, puisque par exemple pour céréales, une nouvelle variété ne pouvait être inscrite que si elle avait une valeur supérieure à celle qui était déjà inscrite. Et dans le plan des législateurs français, européens, d'être meilleur, c'est de donner un meilleur rendement, peu importe les autres caractères. Donc c'est ainsi qu'on a emmené l'agriculture moderne vers l'optimisation des rendements, de la quantité, sans se préoccuper de la sensibilité et de la robustesse des variétés. Et on a perdu, et c'est simplement les objectifs industriels qui ont prévalu pendant plusieurs décennies. Autant dire que même si ces variétés, elles n'avaient ni de biotechnologie, même si elles n'étaient pas homogènes, de leur caractère, de toute façon, elles ne sont pas du tout adaptées à l'agriculture biologique. Parce que notre postulat pour redémarrer en sélection bio, c'est la diversité. Donc, seule la diversité peut soutenir la résilience des écosystèmes, puisque notre sol, par exemple, est basé sur sa vie biologique, sa vie microbienne, et elle ne peut être diversifiée
et vivante que si la plante et les plantes qui sont au-dessus interagissent et aussi dans leur diversité. Et on a montré aussi très récemment, on s'intéresse pas mal à la microbiologie aujourd'hui, et à l'issue de notre travail, on a quand même un certain recul sur nos variétés, et on a fait un travail d'observation de la collaboration des variétés modernes et des variétés anciennes avec la microbiologie du sol, et on s'aperçoit que seules les variétés anciennes sont capables de faire le tri entre les micro-organismes qui les aident et ceux qui les pénalisent, au niveau des mycorhizes par exemple, mais non seulement ça, mais les variétés modernes, elles n'ont aucune barrière et absorbent de façon systématique tous les pathogènes qui peuvent traîner par là. Donc elles ont un double handicap, elles ne savent pas collaborer avec les bons micro-organismes et elles se laissent envahir très facilement par les pathogènes. Donc, le choix de ne pas retenir les variétés modernes pour l'agriculture biologique se passe aussi par cette capacité à collaborer avec les micro-organismes. Donc, c'est ce genre de… Alors, à côté, justement, ça me permet d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire à côté de ce travail d'accompagnement de tous les paysans qui veulent retrouver de la diversité, quelles que soient les espèces, on travaille en parallèle, justement, pour… parer un peu tous les arguments qu'on peut avoir aussi dans le monde d'en face, c'est-à-dire ce monde de la semence moderne. Parce donc le micro-organisme sert non seulement à montrer que les variétés anciennes sont plus adaptées à l'agriculture biologique, disons, ce qui en est le type ancien, parce que quand un paysan remet une variété, même les ressources génétiques dans son champ, elle redevient actuelle, quoi. C'est-à-dire que c'est le type dont je parlais, elles ne sont pas anciennes pour autant. Je voulais dire par ailleurs qu'il y a un autre aspect de la réglementation aussi qu'on essaie d'anticiper, c'est tout ce qui est sanitaire. Si aujourd'hui on arrive par plusieurs évolutions réglementaires, on y reviendra peut-être, à pouvoir maintenant commercialiser des variétés hétérogènes, c'est le côté sanitaire qui devient de plus en plus restrictif. Et avec la vision moderne et industrielle, c'est qu'il ne faut pas avoir un micro-organisme nulle part. Or, nous, une semence, non seulement on a besoin de diversité génétique, mais on a besoin aussi de diversité sur les semences, une semence vivante et bourrée de micro-organismes. Et donc, aussi, il faut essayer d'un point de vue sanitaire de montrer que pour nous, ce n'est pas le zéro pathogène qu'il faut pour une semence bio, mais c'est la multiplicité des micro-organismes qui l'accompagnent, qui aussi facilite son adaptation dans des environnements variés. Voilà, donc on arrive justement à définir la semence bio, la semence paysanne, par une semence en fait qui s'adapte grâce à trois capacités que n'ont plus les variétés modernes. Les variétés modernes ont été sélectionnées uniquement sur des caractères génétiques, c'est-à-dire des macro-caractères. Et les semences paysannes, elles ont trois formes d'hérédité. Elles ont cette hérédité génétique qui fait qu'elles sont soit les produits, ils sont de telle couleur, elles sont de telle précocité, etc. Et encore. Mais de génération en génération, elles évoluent sur des phénomènes qu'on dit épigénétiques, mais aussi par la transmission des micro-organismes qui font partie de son patrimoine hérédité. On essaie par ailleurs d'ouvrir sur d'autres espèces, parce qu'il y a des espèces très très problématiques qui ont été beaucoup modifiées par l'agriculture moderne. Par exemple, je pense au colza, dont les critères aujourd'hui de mise en marché interdisent de revenir sur des variétés du type qu'on avait il y a 50 ans, puisque les variétés modernes, on leur interdit deux caractères, les glucosinolates et l'acide érucique. Et ces variétés de colza, en plus, sont hyper biotechnologisées. Et donc, le colza, finalement, si on veut revenir à des variétés qui soient cohérentes avec l'agriculture biologique, ce n'est plus possible. Donc, il faut chercher des espèces… Donc, on travaille sur la caméline, sur le cartam. En fait, il faut vraiment changer d'espèce. Et donc, ça nous fait aller chercher d'autres espèces et on travaille là-dessus en même temps. Voilà. Et ces plantes diversifiées ont aussi des caractères technologiques diversifiés. Et donc, actuellement, on accentue aussi la collaboration, par exemple, avec l'atelier paysan pour pouvoir être capable d'avoir des
des machines qui aussi donnent des produits, sont capables de les décortiquer, aussi il y a tout un travail autour de la valorisation de ces produits et comment on peut avoir toute une machinerie pour les mettre en valeur. Donc, c'est non seulement diversifier les semences, diversifier la façon de les cultiver et aussi de les transformer. Donc, aujourd'hui, il y a tout un travail à faire avec ceux qui mangent, avec le citoyen, avec les élus, pour leur expliquer que si on veut faire une vraie bio, c'est non seulement avec des semences paysannes, mais avec des produits très diversifiés, avec des gens qui sont curieux de cette alimentation diversifiée. Quand j'ai découvert le métier de paysan et que j'y ai été introduit par Jean-François Andrieux dans les Côtes d'Armor, qui a été installé depuis 1983, c'était vraiment cette découverte de la diversité cultivée et de facto de la capacité à faire ses semences. C'était indissociable de faire les deux. Et j'ai été donc depuis 2003 que j'ai découvert ce lien, quelque chose d'absolument indissociable. On peut, dans ma conception de paysan, on ne peut pas ne pas faire ses semences si on veut. Il nous faut ce lien pour pouvoir maintenir la biodiversité cultivée. Quand je me suis installé il y a une dizaine d'années, la première année, c'est toujours complexe de faire ces semences, on a beaucoup de choses à avoir. Mais très vite, avec mon ami et salarié Alain Gilfort, qui était salarié chez Jean-François Andrieux et administrateur de Colcos fut un temps, nous avons lancé très vite l'autonomie de la ferme sur cette thématique des semences, parce qu'elle nous était connue, parce qu'elle était accessible, et je vais dire un gros mot, parce que c'était facile. Même si, voilà. Donc, petit à petit, la biodiversité cultivée à la ferme s'était étoffée, et elle est devenue quelque chose de central aujourd'hui dans ma pratique, puisque voilà, au-delà de la comment dirais-je, c'est souvent le mot que j'emploie, au-delà de la collectionnite, c'est vraiment réussir comment dirais-je, à produire des légumes issus de semences paysannes qui me permettent de vivre de mon métier en tant que paysan et de promouvoir et de proposer une alimentation diversifiée dans toute la largeur de ce mot, et de pouvoir, tu en as parlé Véronique, faire une sélection. Il ne s'agit pas de cultiver la biodiversité pour la cultiver, même si c'est plaisant, c'est de pouvoir en faire une sélection qui permette aux paysannes et aux paysans de vivre de leur métier au travers de différents débouchés, de proposer une alimentation diversifiée. Pour ce faire, j'ai commencé par le haricot, et depuis 10 ans, j'ai testé 83 variétés de haricots sur ma ferme. Quand je dis tester, il s'agissait de à la fois les observer in situ sur plusieurs années, il s'agissait de pouvoir identifier quels étaient leurs rendements. J'ai fait la même chose avec les petits pois. Quand je dis tester, d'un point de vue paysan, voilà, l'observation in situ, comment ça réagit aux maladies, à la sécheresse, etc. Et aussi le rendement, qui fait que tout a été pesé sur plusieurs années, ce qui me permettait de connaître exactement les rendements pour répondre à mon besoin. Mais je n'avais pas que ce critère-là, évidemment. Je pense à une variété de haricots, enfin, je pourrais en citer plusieurs, qui ont vraiment montré leur adaptation à la sécheresse, une extrême adaptation aux parasites. Sur plusieurs années, l'adaptation se faisait complètement au champ, etc. Donc l'adaptation in situ. Nous sommes une dizaine de maraîchers autour de Plédéliac, et à un moment donné, évidemment dans nos échanges, on s'est rendu compte qu'on faisait un peu la même chose, c'est-à-dire on cultivait un peu la biodiversité, et on s'est dit, bah tiens, j'ai essayé cette variété, qu'est-ce que tu en penses? Je te donne les graines, etc. Et comme ceci, un petit échange de graines a commencé, et à un instant T, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de variétés à la ferme, mais on ne savait pas combien. Et on s'est rendu compte que nos voisins cultivaient aussi d'autres variétés, parfois les mêmes, parfois d'autres, mais on ne savait pas lesquelles, on ne savait pas quelle quantité. Et un jour, on s'est dit, il faut changer de dimension, et nous avons, ou plutôt Alain, je dois reconnaître son travail, a créé une base de données qui permettait, de façon synthétique et facile et rapide, de savoir quelle diversité cultivée nous avions. Pour ma ferme, ça a pris une semaine à temps plein de déterminer toutes les variétés que nous avions. Au bout de quelques semaines d'inventaire, le nombre de variétés que nous avons déterminées dans un rayon de 20 km autour de Plédéliac. Ça m'a frappé. Ça m'a vraiment frappé. Et de là, je me suis dit, la biodiversité cultivée, c'est une réalité. Et nous avons la capacité de démontrer, rien qu'avec ce chiffre-là, que nous pouvons vivre de nos métiers, nous pouvons vivre sur nos fermes, nous pouvons proposer une alimentation diversifiée
avec la diversité cultivée, argument qu'on nous assomme régulièrement. Il n'y a pas assez de variété en bio, il n'y a pas assez de variété population, ça ne produit rien, enfin des arguments un peu habituels, si je puis dire. Mais ce simple chiffre nous montrait le contraire. Et j'ai trouvé ça très fort, et je l'utilise assez régulièrement comme argument pour dire, dans ce bassin-là, on est capable de le faire. Récemment encore, à la Chambre d'agriculture, alors je vais essayer de revenir sur mon écran maintenant, à la Chambre d'agriculture, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est ma chambre. Je suis meilleur paysan qu'informaticien. Bon, je vais essayer, tant pis. À la Chambre d'agriculture de Bretagne, où je suis intervenu, je défendais la diversité cultivée, alors que j'entendais en face, au contraire, passons aux OGM, au contraire, il nous faut moins de variété. Enfin, l'argument était facile à contredire. Maintenant, cette biodiversité cultivée, comme disait Corentin Eke dans sa thèse, elle ne constitue à peine une fissure, c'est-à-dire que dans le mur de l'agro-industrie, dans le mastodonte qu'elle représente, elle ne suffit pas. Effectivement, elle constitue un rempart, effectivement, elle constitue quelque chose de fort, mais elle ne suffit pas à ébranler le système. Et Guy, tu l'as dit à plusieurs reprises dans des formations ou dans des prises de parole, il nous faut la désobéissance civile. Il nous faut, voilà, j'ai retrouvé, il nous faut la capacité de pouvoir se mobiliser collectivement et de pouvoir contraindre l'agro-industrie, et pour le contexte ici, les semences, à plier et reculer. Donc les actions collectives sont nécessaires, donc de porter les actions en justice, donc de faire des fauchages, donc de prendre position est absolument nécessaire. Ce sont les deux chevilles, les deux piliers nécessaires à la j'ai le mot en espagnol, à la propagation d'une agriculture paysanne dans toute sa diversité, dans toute sa globalité. Pour pouvoir proposer la souveraineté alimentaire, il nous faut passer par des paysannes et des paysans nombreux qui puissent cultiver une diversité cultivée la plus large possible. C'est l'ensemble de ces systèmes qu'il nous faut propager, à la fois par la construction d'alternatives et par des actions collectives. Je rajouterais, il est un peu inclus dedans, tu l'as évoqué, Véronique, la propagation, et c'est ce que propose Kolkhoz au travers de la semence. On peut échanger des graines, mais cette formule est un peu connue. Pour donner à manger quelqu'un, il faut lui donner à la fois le poisson et la canne à pêche. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir communiquer les savoir-faire pour faire en sorte que les semences ne soient pas perdues. J'étais peut-être un petit peu trop radical face à quelques personnes qui m'ont demandé si je pouvais leur donner les graines. Je dis bien sûr, mais vous savez les multiplier? Ils me disaient non. Ah, bah je risque de les perdre alors. Il nous faut, et effectivement, ensuite je donnais la recette pour pouvoir propager ces savoir-faire, ces savoir-être et tout cet art. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a l'impression peut-être encore d'être gouverné par des gens qu'on a élus, mais en fait, en tout cas dans ces instances, on est directement gouverné par l'industrie et par quelques multinationales, et c'est pareil au niveau européen. J'étais aujourd'hui sur un webinaire sur les OGM au niveau européen, où en fait on a dans la bouche de nos ministres ou des représentants de la Commission européenne les éléments de langage qui ont été propulsés par l'industrie semencière il y a 5 ou 6 ans et qui aujourd'hui sont repris par les gens qui nous gouvernent. Donc pour revenir à la semence et aux enjeux actuels, on peut effectivement se faire peur en disant bon oui, aujourd'hui on va être envahi par des OGM qui ne seront pas déclarés, nos semences seront contaminées, on n'aura plus aucune liberté, les brevets vont s'emparer de tout. Mais on peut regarder l'autre
face de la pièce et plutôt ce qui nous rend à nous forts. Le premier élément, c'est que la semence, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Et les exemples qu'ont donnés Véronique et Jonathan le montrent bien, de la qualité de la semence qu'un paysan met en terre chaque année, ou quand c'est des plantes pérennes, quand on plante, moi j'ai planté des vignes, hein, des arbres fruitiers. Donc de la qualité de la semence dépend le type d'agriculture qu'on pourra développer. Avec les semences industrielles, on va les appeler comme ça, celles qu'on trouve sur le marché, c'est très difficile de faire de l'agroécologie paysanne ou même de l'agriculture biologique. Elles ont été sélectionnées pour les engrais chimiques, pour les pesticides, pour la mécanisation en outrance, pour être obligé d'arroser quand il ne peut pas, au lieu de sélectionner des plantes qui ont besoin d'eau dans les saisons où il pleut. Ça paraît quand même plus intelligent. Par contre, si ce sont des paysans qui sélectionnent leurs semences, ce qu'on appelle des sélections paysannes, dans leur propre champ, et qui les multiplient chaque année dans leur propre champ, ils les adaptent chaque année aux conditions concrètes de leur propre champ, donc aux ressources qui existent, aux ressources naturelles, donc qui sont dans le sol, qui sont dans le climat, etc. Donc on n'a pas besoin de ce modèle agricole avec le paquet technologique des pesticides et des engrais et de la mécanisation. Et au contraire, on peut avoir alors des cultures différentes, hein, souvent des cultures associées, agroforesterie, mais qui produisent à partir des ressources locales disponibles aussi en association souvent avec l'élevage pour fournir de la matière organique quand il faut en donner un peu plus. Donc ça, je pense que c'est le premier élément qu'il faut avoir en tête. L'enjeu des semences, c'est l'enjeu du modèle alimentaire qu'on veut voir, et donc ça concerne tous les citoyens. La deuxième chose, contrairement à l'idée qu'on peut se faire si on regarde l'agriculture industrielle dans l'ouest de l'Europe surtout, hein, c'est un peu moins vrai à l'est, au niveau mondial, les 3/4 de la nourriture disponible sur la planète sont produites par des petits paysans avec des semences paysannes qu'ils ont sélectionnées eux-mêmes, qu'ils reproduisent eux-mêmes, et en utilisant uniquement entre 1/4 et 1/3 des ressources disponibles. Et quand je parle des ressources, c'est les surfaces, donc la terre et l'eau. Et donc cette agriculture industrielle, comme dit, très productive, qui vous envahit un petit peu en Bretagne, je le regrette pour vous, mais on voit bien qu'il n'y a pas que ça. Quand on voit des gens comme ceux de Kolkhoz, cette agriculture industrielle n'est pas du tout productive. Elle immobilise les 3/4 des ressources pour ne produire que 1/4 de l'alimentation disponible sur la planète. Et on l'a bien vu, et on risque malheureusement de le voir encore avec la situation, alors qui disent que c'est une pandémie, moi je dirais que oui, c'est une pandémie politique, beaucoup plus que sanitaire, mais enfin les confinements, etc. Et bien quand les supermarchés sont fermés, qui c'est qui peut nourrir localement? C'est les paysans qui existent encore au niveau local. Le dernier élément, quand on a créé le réseau Semences Paysannes, donc c'était en 2001-2002, on a fait un recensement dans les 2 principaux réseaux qui pouvaient avoir parmi leurs membres des paysans qui faisaient encore leurs semences. Je ne parle pas des semences de ferme qui sont la reproduction par le paysan de la semence industrielle, ce qui est une bonne chose, hein. Je prélève mes semences dans ma récolte. Mais si c'est des sélections industrielles, c'est pas la même chose, Véronique l'a bien expliqué. Les semences paysannes, ce sont des semences qui ont été sélectionnées par des paysans, souvent qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, ou qui peuvent être sortis des banques de gènes qu'a cité Véronique. Donc dans le réseau bio et dans le réseau Confédération Paysanne, on a fait un recensement des paysans qui produisaient et toute leur agriculture avait des semences paysannes. Et on a inventorié 200 paysans. Il y en avait certainement un peu plus, mais ce n'était pas des milliers. Et le simple fait qu'on ait pris l'initiative
de les réunir tous au même endroit. C'était à Haussville en 2003. C'était des paysans qui se cachaient parce qu'on disait que c'était interdit de faire ces semences, de les échanger. Donc, ils étaient seuls dans leur coin. C'est beaucoup plus difficile de progresser quand on travaille seul dans son coin. Le simple fait qu'ils se soient rencontrés, et c'était des paysannes autant que des paysans, et je tiens à souligner, c'était que des chercheuses. Les chercheurs sont arrivés après. Au début, on n'avait que des femmes parmi la recherche. Mais le simple fait que ces gens se soient rencontrés et échangé leur savoir-faire, soit aller visiter au moment des récoltes les champs des uns et des autres. Les premières actions qu'on a fait, ça a été ce qu'on a appelé la tournée des champs. Avec les voitures, on a fait le tour de France pour aller voir les champs des uns et des autres de ceux qui sélectionnaient leurs semences. Et aujourd'hui, il n'y a pas de recensement parce que c'est toujours à moitié légal, même si aujourd'hui l'échange de semences entre paysans est autorisé en France de manière très claire. On a gagné cette loi en 2016. Mais bon, on ne fait pas de recensement parce qu'on ne va pas donner nos adresses aux semenciers ni au gouvernement. Mais c'est plusieurs milliers de paysans qui sont aujourd'hui très actifs dans tous ces réseaux. Il y a le réseau Semences Paysannes, mais en fait, c'est un réseau de multiples associations. Et autour du réseau Semences Paysannes, il y en a plein d'autres qui ne sont pas nécessairement dans ce réseau-là, qui aujourd'hui font leurs propres semences, les échanges, et ça se passe de la même manière dans la plupart des pays européens. On n'est pas en France le pays où on est les plus développés. Il y a des pays, notamment à l'est de l'Europe, la Roumanie ou la Pologne, où les semences paysannes sont encore plus développées que chez nous. N'hésitez pas à parler de la caravane des droits paysans autour de vous. C'est quelque chose de vraiment important dans les processus politiques pour essayer de faire en sorte que ici, comme dans les pays du Sud, les paysans aient des droits au profit de toute la société et notamment de tous ceux à qui vous voulez faire manger des bonnes choses.